Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons démarrer cet avant-dernier rendez-vous avant la coupure estivale de questions publiques, donc la rencontre qui est co-animée, enfin co-organisée avec le Conseil de développement, le CCO et la revue Place Publique. Et nous allons recevoir, pour aujourd'hui, nous allons recevoir donc Paul Cloutour, qui est un heureux retraité depuis un peu plus d'un an maintenant, 1 an et demi, et qui nous a livré son témoignage, le récit de son quart de siècle dans les institutions nantaises, institutions qui, en l'occurrence, sont et la ville et la métropole, enfin le district, la communauté urbaine, puis la métropole. Donc on va faire ce voyage avec lui. Alors on va déroger à la demande de Paul à une habitude que l'on a lors de ces questions publiques, qui est celle du vouvoiement. Mais à la demande expresse de Paul, il souhaite que nous en passions par le tutoiement, puisque pour ma part, moi Paul, je l'ai connu lorsque je suis arrivé à Place Publique pour m'occuper de la revue, et je l'ai retrouvé au comité de rédaction de la revue, dont il est un des piliers et un des plus assidus aussi. Voilà. Alors, on va être sur le mode de la conversation. Ça va être Paul qui va discuter, qui va parler de son expérience. On va faire, comme d'habitude, une heure, une grosse heure d'échange, et puis ensuite place à vos questions. Sachez d'abord que le livre de Paul, Mon voyage dans les institutions nantaises, 1989-2014, est disponible à la sortie au prix de 12 € en liquide. Tu ne prends pas les chèques ni la carte de crédit. Hein, et il se fera un plaisir de le signer. Oui. Vous trouverez aussi des numéros de Place Publique. Le numéro le plus récent, qui est le numéro 62, consacré à comment mieux nourrir la métropole. Et ce qui me permet de faire une petite annonce, c'est de vous dire que la revue, à partir du prochain numéro, le 63, mais les abonnés ont dû recevoir un mail les en informant, à partir du numéro 63, nous allons passer en rythme trimestriel, et le numéro 63 donc, sera pour la mi-juin, et nous allons longuement regarder les relations de l'estuaire de la Loire, en prenant prétexte du centenaire de l'arrivée du corps expéditionnaire américain à Saint-Nazaire, les relations donc de l'estuaire de la Loire avec l'Amérique du Nord. Donc ça, c'est un rendez-vous à la mi-juin avec une couverture, avec une nouvelle formule, et une couverture qui, on l'espère, attirera l'attention avec un dessin inconnu, inédit de Jacques Vacher, un des membres du groupe d'Essarts, les fameux surréalistes nantais. Mais on va revenir donc au voyage de Paul. Pourquoi d'abord, peut-être, pour commencer par une question un peu large et ouverte, tu as voulu livrer ce récit? Depuis, alors, on démarre, j'ai relu avant de venir l'introduction, on démarre vraiment, tu parles de tes jeunes années de militantisme, la création du GERS, le groupe d'études et de recherche sociale, qui existe toujours. Et puis après, ton engagement, en même temps que l'arrivée de Jean-Marc Ayrault à Nantes. Pourquoi livrer ce récit qui est, c'est vrai que, c'est ce que dit Philippe Estève dans son préambule, on a plutôt l'habitude d'entendre, de lire les politiques. Oui, alors, en fait, pourquoi est-ce que j'ai voulu écrire ce voyage? Je crois qu'il y a plusieurs raisons que je livre dans le préambule. La première, c'est je pense que j'ai vécu quelque chose de tout à fait exceptionnel, et que donc j'ai eu la chance de travailler pendant 25 années avec le même pilote politique qui est Jean-Marc Ayrault, à qui j'ai dédié le livre, ainsi que de Daniel Asseret, dont je parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure. Et donc d'avoir eu la chance de vivre en fait la mise en œuvre d'une intervention publique locale sous un seul pilotage politique.
Bon, ça, toutes les personnes qui sont là, qui peuvent avoir déjà connu ce qu'est l'action publique locale, c'est totalement exceptionnel. Deuxième chance, c'est d'avoir eu la confiance de Jean-Marc Ayrault dans l'exercice de mes fonctions. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, une confiance qui était marquée par effectivement une période préalable qui était celle au cours de laquelle j'ai participé en fait à la reconquête de Nantes. Troisième raison, c'est, disons, une certaine fierté. Une certaine fierté d'avoir travaillé à la transformation de Nantes et de son agglomération, avec un certain nombre de personnes ici présentes, dont je reparlerai aussi. Et donc, quand même, cette idée que finalement, on avait quand même plutôt bien travaillé. Et ça, par les temps qui courent, je pense que c'est important à rappeler dans une période où, quand même, il y a un certain déni de la pertinence de l'action publique. Ensuite, il y a eu des contingences assez particulières qui sont à la fois externes et internes à l'institution. Externe, c'est le fait que un certain nombre d'intervenants qui sont venus à Nantes, dont Philippe Estèbe, qui a fait la préface, ont rapidement jeté un regard sur ce qu'on faisait en disant « ce que vous faites, c'est quand même assez exceptionnel ». Et ça, je ne l'ai pas inventé. Philippe Estèbe, lorsque je l'ai sollicité pour la préface, était très touché. Il m'a dit « oui, c'est vrai que moi, j'ai envie aussi de rendre compte de ce que vous avez fait ». Et donc, on avait régulièrement des consultants qui venaient à Nantes et nous disaient « mais vous travaillez de manière un peu particulière, singulière, et donc ça mérite d'être explicité ». Ensuite, il y a eu des contingences internes, c'est-à-dire que j'ai travaillé donc avec beaucoup de personnes, en particulier parce que j'étais dans la transversalité. Et ça, je voudrais aussi qu'on évoque ça, parce qu'un positionnement transversal dans une institution, c'est quelque chose de vraiment particulier. Et travaillant avec, particulièrement à la fin, des jeunes générations, dont un représentant est dans la salle, il y a quand même plusieurs jeunes collègues qui m'ont dit « mais Paul, ce que tu fais, ce que vous faites, là, c'est quand même assez étonnant. C'est-à-dire que c'est atypique. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Et donc, il faudrait quand même que tu expliques un peu pourquoi tu fais ça. C'est-à-dire, comment tu t'es positionné dans ces institutions, pourquoi tu as pris, quand même, d'une certaine manière, quelques risques, hein, même si c'est des risques mesurés, mais enfin quelques-uns. Et donc, ces jeunes générations d'agents publics, hein, je préfère parler d'agents publics que de fonctionnaires, mais je peux aussi parler de fonctionnaires, me disaient, mais expliquez comment votre génération, parce que c'est quand même la question d'une génération aussi, hein, ça il faudra peut-être que j'en parle, comment vous avez fait pour exercer en fait cette action qu'on découvre aujourd'hui. Donc, des sollicitations externes, des sollicitations internes, et puis là-dessus, quand même, le plaisir d'écrire. C'est-à-dire que si j'ai écrit ce que j'ai écrit, c'est aussi que j'aime écrire. Enfin, dernier élément que j'explicite aussi dans mon préambule, c'est que quand même, je vais dire que je me considère un peu comme un intellectuel, et que donc, j'ai pratiqué le travail de bureau d'études dans le Gers. J'ai travaillé pour des collectivités locales. J'ai fait travailler des bureaux d'études. J'ai vu des chercheurs, des universitaires. Et je me suis dit à un moment donné, mais on peut peut-être quand même, nous, prendre la plume et écrire sur ce qu'on fait, quoi. C'est-à-dire, il ne faut pas toujours que ce soit des gens de l'extérieur qui viennent dire ce qui se passe à Nantes. Il y a une écriture interne aux institutions qui doit exister. Et ça, pour moi, c'est très important parce que un des messages que je voudrais transmettre en faisant ce livre, c'est aussi de dire à ceux qui sont dans l'institution, prenez la plume et écrivez sur ce que vous faites. Parce que ce que vous faites, c'est quand même assez remarquable. Donc, ce que je dis dans le préambule, c'est qu'il y a deux universitaires locaux qui sont Laurent Devisme et Elisabeth Pasquier, qui ont... de l'école d'architecture, oui, sociologue à l'école d'architecture,
qui ont travaillé avec moi, notamment sur tout ce qui est politique de la ville et la politique de quartier, qui ont écrit un travail tout à fait intéressant sur Daniel Asseret et la politique de la ville, à laquelle j'ai participé, et donc qui m'ont accompagné dans cette écriture, et donc qui sont très proches de ce que je fais. Mais c'est vrai que je revendique l'écriture de l'intérieur de l'institution, avec l'idée que cette écriture, elle est singulière. Voilà. Alors, on va peut-être commencer ce voyage bon, même si dans la salle, il y en a, nombreux sont ceux qui te connaissent, mais raconter quand même le préalable qu'il y a eu, qui est, on va dire, toute la jeunesse, et puis ce creuset un peu de l'Ouest, l'éducation catholique, Ouais. Oh, ça va être rapide, ça, parce que c'est toutes les personnes qui sont là connaissent ça par cœur. Mais c'est bien de le raconter. Oui, non, mais j'ai fait partie de ces chrétiens engagés. C'est-à-dire, j'étais formé, ma matrice, ça a été l'enseignement catholique de Vendée. Des parents militants dans l'action, je dirais, dans ce qui est vraiment l'enseignement catholique vendéen. Et puis, ensuite, je suis passé à la GEC, jeunesse étudiante chrétienne. Et là, la GEC, dans les années 70, c'était un creuset d'interpellation, de réflexion. Il y avait, je pense quand même à la théologie de la libération, avec une réflexion sur l'Église qui, aujourd'hui, je ne la vois pas trop. Il y a des gens ici qui pourront me contredire, peut-être. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait une vraie rupture idéologique. Et j'ai basculé dans le camp qu'on peut qualifier de l'extrême gauche, avec une période où on a pensé avec certains ici qu'on pouvait faire la révolution. Ça s'est rapidement terminé, cette affaire-là, pour nous. Et après, donc, j'ai traduit mon engagement dans l'action locale. Parce qu'on pensait, un certain nombre ici, que le local était le creuset, en fait, de ce qui pouvait être un renouveau aussi de l'action politique. Ça, c'est la création du GERS, donc. Non. Ça a été, je dirais, la période APL, et puis après, au cours du APL, Agence Presse Libération. On va peut-être expliquer pour les plus jeunes. L'Agence de Presse Libération qui était une émanation, précédé le quotidien. Oui, qui était. Et donc, Nantes était une des places fortes. Oui, c'est ça. Bon, donc j'ai été dans tout ce mouvement-là. Puis après, il a fallu effectivement que je gagne ma croûte. Donc j'ai travaillé à Nantes Habitat, où j'ai découvert Société qu'un organisme HLM, et le rapport entre un organisme HLM et ses locataires. Et donc après, j'ai créé le GERS comme un bureau d'études pour pouvoir vivre. Et puis après, il y a eu l'engagement, mais ça peut-être qu'on va y revenir, à partir de 83, le choc de la perte de la ville, à la surprise générale. On ne pensait pas que Chénard allait perdre. Il a perdu, et on s'est mis autour de la table. 500 voix d'écart. 500 voix d'écart au premier tour. Et là, on s'est mis autour de la table en se disant, avec deux questions simples, pourquoi la gauche a perdu Nantes ? Et y a-t-il une différence entre une gestion de droite et une gestion de gauche sur les collectivités locales ? Donc c'est pour ça qu'on a travaillé aussi sur des dossiers de réflexion approfondie pour penser en fait une autre forme d'intervention sur le local. Voilà. Alors les cercles de réflexion, tu en dis peut-être quelques mots. Oui. C'est de l'histoire aujourd'hui, mais c'est intéressant parce que ça justement, ça a permis à tout ce qui s'est joué après en 89 c'est les bases. Oui, il y a eu un creuset à Nantes de réflexion à partir pour moi une triple composante, des élus qui avaient vécu l'expérience Chénard et qui voulaient en tirer des enseignements, des militants, je dirais, associatifs qui voulaient aussi tirer les enseignements de la période Chénard et passer à autre chose, et puis des camarades de la CFDT, avec qui j'étais très proche, et qui voulaient s'investir aussi sur le local. Et donc on a, à partir d'un article important, qui est celui de Gérard Altab,
qui a publié un travail sur pourquoi la gauche a perdu Nantes. Donc on s'est retrouvés, et cette triple composante a permis en fait une réflexion sur le local. Et voilà, je cite quelques élus qui étaient présents. Donc Yannick a été au départ, Patrick Maréchal, Patrick Rimbert, voilà. Et on a travaillé pendant 6 ans sur des dossiers. La question de l'urbanisme, la question du logement, la question du développement économique, la question du rapport entre école publique et école privée, parce que faut rappeler qu'en 82, le conflit sur l'école privée a été très clivant à Nantes, et qu'on a pensé que Chénard n'avait pas géré forcément très correctement cette affaire-là. En tout cas, on pense que 83 a été aussi une sanction sur ce terrain-là. Et puis on a aussi travaillé sur le socioculturel, sur la culture, enfin... voilà, je ne veux pas faire l'apologie des dossiers qu'on a faits, mais on a quand même bien bossé, et il y a quelques personnes ici qui peuvent en témoigner. Et puis après, donc Cercle du Marchi, voilà, ça c'était le think tank. Et puis à un moment donné, on a dit, bon, c'est bien gentil tout ça, mais il va quand même falloir maintenant y aller, quoi. Donc on a créé 2 associations, c'est assez rigolo, qui s'appelaient Droit de Cité et Nantes-la Bleue. Pourquoi ? Droit de cité, parce que la question du logement social était une question clivante. C'est-à-dire que là, en tout cas, s'il y a une question qui, pour moi, clive bien la droite et la gauche, c'est la question du logement social. Et que donc, on avait quand même à Nantes un président de l'office HLM qui s'appelait Dominique Pervenche, qui avait réussi à traduire en justice 500 ménages, 500 familles, pour cause d'impayés. Il faut le faire, quoi. Et donc, c'était, bon, là, ça avait été quand même outrancier. Et donc, on avait dit, sur la question du logement, on va réfléchir sur accès et maintien dans le logement. Donc, droit de cité avec l'association de locataires et la CFDT. Et puis, Nantes-la Bleue, c'est un projet immobilier qui devait atterrir sur l'île de Nantes et qui était totalement... parachuté, décalé par rapport à l'histoire locale, et sur lequel on a tout de suite dit il faut bloquer ce projet. Donc on a créé Nantes-la Bleue, voilà, et on a combattu le projet qui, heureusement, ne s'est pas fait. Voilà, donc nous avions le Cercle du Marchi et ses filiales, comme on disait. Oui, juste sur l'île de Nantes, on en a reparlé puisque tu m'as interrogé. Il faut rappeler que ce projet était porté par Jean-Joseph Régent, qui avait été président de la Chambre de commerce et du port autonome, et qui considérait que l'île, devenant totalement disponible, avait bâti un projet consistant à essayer d'obtenir pour cette île un statut de zone fiscale particulière. Zone franche. Donc pas tout à fait zone franche, c'était zone fiscale pour attirer des QG d'entreprises mondiales sur l'île, et il avait... solliciter un promoteur luxembourgeois qui s'appelait Reding pour porter un projet dit de cité internationale. Donc ça, c'est un petit complément puisque c'était un aspect de... Merci Philippe, c'est très bien de rajouter des compléments. Après, moi, on en vient à effectivement ton parcours. Il y aura une question qui va venir assez vite parce que tu aurais pu faire une carrière politique compte tenu de tout ce que tu as fait avant, du militantisme et ton intérêt pour la chose politique. Et d'ailleurs, tu dis assez vite dans l'ouvrage que dans ta première mission, au sein de l'institution Ville de Nantes, puisque c'était l'institution Ville de Nantes, tu avais un rôle de conseiller technico-politique. Et j'ai le sentiment qu'il était très politique. Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu racontes un peu tout le relationnel dans lequel tu as travaillé, qui évidemment comprenait les politiques, dont Jean-Marc Ayrault que tu as cité, mais aussi Daniel Asseret et quelques-uns qui étaient engagés sur les politiques de la ville, du développement social, du développement des quartiers. Et on a l'impression que là, le conseiller, il est très proche du politique, il est dans la construction des politiques, dans la co-construction des politiques avec les élus. Et, alors on y reviendra, mais dans la suite de ton parcours, on a l'impression que le politique se restreint parce que, dans les institutions que tu as connues par la suite, les évolutions des institutions,
tu étais peut-être un peu plus éloigné du politique et plus proche du technique. Mais on y reviendra. Donc ma première question, c'est pourquoi pas l'engagement politique ? Je crois que, bon, tout simplement, j'en avais pas envie. Peut-être que je manquais de courage aussi, parce que quand on fait une carrière politique, on prend des risques. Voilà, mon père a été adjoint au maire. J'ai vu aussi que, bon, à un moment donné, c'était des fonctions qui étaient très exigeantes. Bon, voilà. Et donc, voilà, je crois que j'en ai pas envie. Je crois que la fin du gauchisme, l'extrême gauche m'avait quand même dit que, bon, globalement, il fallait faire attention à ça. Personne ne m'a demandé. Bon, voilà, mais c'est pas trop tard. Parce que j'ai accompagné aussi des copains, ou une copine en particulier, qui a été sollicitée, et quand elle était sollicitée pour devenir adjointe au maire de Nantes, elle m'a téléphoné, elle m'a dit « mais tu sais pas ce qui se passe, on me demande d'être élu, qu'est-ce que je fais ?» Je dis « mais t'y vas, bien sûr ». Et donc voilà, on m'a pas demandé. Et puis je pense que, sincèrement, je pensais que je pouvais faire autant de politique en faisant ce que j'ai fait qu'en étant élu. Et ça, voilà. Effectivement, j'ai fait de la politique pendant 25 ans. Voilà, maintenant je peux le dire. J'ai fait de la politique au sens où j'ai accompagné un projet politique dans lequel je croyais et que j'animais à la place où j'étais. Donc c'est ça, faire de la politique. C'est mettre en œuvre une action que je qualifie d'intérêt général, mais ça on peut y revenir, au sein d'une institution. Donc j'ai fait de la politique. Peut-être que c'est un peu rapide comme jugement. J'ai l'impression que le premier mandat, ça a été le mandat dans lequel tu t'es senti le plus à l'aise, parce que sans doute tu construisais des politiques, tu les inventais. Est-ce que ça correspond à ce que tu as vécu ou... Oui et non. Les deux mandats où je me suis senti le mieux, c'est le premier et le dernier. Alors justement, c'est intéressant. Oui, non, mais je veux bien. Enfin, voilà. Le premier, c'était l'aventure. On était face à une situation tout à fait nouvelle. Il fallait créer. Alors, sur la politique des quartiers, hein, on était quand même face à un héritage de l'intervention de la ville de Nantes et de l'office HLM qui avait été quand même assez terrible. Il fallait reconstruire la confiance avec les locataires. Il fallait promouvoir le développement des quartiers et on avait donc un espace extraordinaire. Voilà. Tu parles d'ailleurs de la République, de la République HLM. Oui, mais ça, la République HLM, c'était le fait que l'office avait été propriétaire de ses locataires. Bon, ça, c'était notre critique qu'on avait fait. Donc, on avait un vrai espace et donc on l'a occupé avec tout ce qu'on a pu faire. Mais quand même, dans ce premier mandat, il y avait quand même la petite épée de Damoclès qui était au-dessus de notre tête, qui était la réélection de Jean-Marc Ayrault. Il ne fallait pas qu'on fasse trop de conneries. Et donc, parce qu'il fallait que Jean-Marc soit réélu. Bon, donc, je me souviens, avec Daniel Asseret et Mado Austin, on avait cette discussion, c'était, attention, il y a quand même l'idée de la réélection. Donc le premier test a été les élections de 92 sur les cantonales. Je me souviens très bien, il y avait Albert Mahé comme candidat, je crois Patrick Rimbert, Patrick Maréchal et Claude Seize sur les 4 quartiers politiques de la ville. Et donc ils ont été réélus et je me souviens très bien de Daniel Asseret me disant « bon, ça va, on peut continuer, on aura la confiance de Jean-Marc ». Voilà. Donc, et puis 95, il a été réélu au premier tour de manière remarquable, donc ça allait. Mais il fallait qu'on soit quand même extrêmement rigoureux pour ne pas provoquer ce qu'on avait connu avec Chénard. Donc voilà. Et puis le dernier mandat a été très confortable parce que en fait j'ai travaillé avec dans un contexte de Nantes Métropole qui était quand même bien installé, hein, après 8 années d'après le premier mandat de Nantes Métropole de 2001 à 2007. Et là j'ai travaillé sur la proximité et le dialogue citoyen avec des collègues dont je parle dans le livre, qui étaient vraiment un vrai collectif de travail tout à fait remarquable. Donc ça, c'est voilà. Alors, dans le livre, tu racontes, tu as un peu évoqué cette question à l'instant, mais tu dis que pour toi, la réussite d'une politique publique, c'est de fait un duo. C'est l'élu, les élus, et
à côté les professionnels, les techniciens de cette action publique. Et toi, dès le premier mandat, donc, ça a bien fonctionné? Ah bah oui, moi ça a fonctionné. Est-ce que, c'est une question que j'avais, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Philippe, mais est-ce que c'était pas facile, entre guillemets, d'arriver après justement le mandat à la municipalité Chauty, ce que tu racontais avec Dominique Pervenche qui traîne des locataires devant les tribunaux? Non, c'était pas facile, hein. La première année, enfin, il faut bien voir quand même que lorsqu'on allait sur les quartiers, on avait face à nous des habitants qui étaient remontés, en colère, hein. On a passé une année à se faire engueuler sur le fait que l'office HLM ne faisait pas son travail. Et donc, parce que les habitants, les locataires, ils n'avaient pas de raison de croire qu'avec notre bonne mine et nos bonnes idées, on allait faire forcément mieux que les autres. Donc ça a été dur. Non, ça a été dur, hein. Par contre, quand ça commençait à basculer, après, ça a ouvert des vrais espaces. Mais la première année, dans toutes les réunions publiques, les gens disaient « mais vous ne faites pas votre travail, l'office ne fait pas son travail ». Et donc les élus disaient « mais attendez, c'était les élus d'avant ». « Ah ouais, mais non, de toute façon, l'office, puis alors les techniciens, on les connaît, ils ne savent pas bosser ». Bon, voilà. Donc c'était pas facile quand même. Alors comment on remonte la pente? Eh bien, on remonte la pente par des choses très simples. C'est la capacité de mobilisation des services pour rendre les services au quotidien de manière correcte. Bon, la première mesure qui a été prise par Jean-Marc Ayrault, ça a été d'abord, il est devenu président de l'office HLM. Changement de gouvernance quand même. Hein, c'était pas rien. Pour la première fois, le maire de Nantes était président de l'office et donc il disait aux habitants des quartiers, vous n'êtes pas que locataire, vous êtes aussi citoyen de Nantes. Deuxièmement, je vais classer l'espace public. L'office était propriétaire de tous les quartiers, il possédait, et donc c'est lui qui faisait la propreté, l'éclairage public, l'entretien des espaces verts. Il y avait 2 territoires à Nantes, hein. Il y avait la ville et l'office. Donc du jour au lendemain, Jean-Marc Ayrault dit, voilà, les espaces publics des cités deviennent propriété de la ville de Nantes, et les services techniques vont intervenir sur les quartiers. Alors ça, je regarde Claude Métois, ça c'était pas rien, parce que il a fallu qu'on tire les services, bon, les grands services techniques, notamment le service des espaces verts, le service propreté, voilà, sur les quartiers. Ils disaient, bon, vous êtes bien gentil, mais elle travaillait au Dervalière, elle travaillait à Bellevue. Si c'était les autres qui s'en occupaient, ce serait quand même pas mal. Ah ouais, non, mais c'est fini, ça. C'est plus l'office qui va le faire, c'est la ville. Donc, premières opérations, opération propreté. Opération propreté, c'est vider les caves de Malakoff, vider les caves de Dervalière, et le faire de manière intelligente, pas de manière brutale. Et donc, multiplier, je me souviens, on avait l'idée de multiplier ce type d'action, de donner des gages comme quoi, oui, on allait travailler autrement. Bon, voilà. Et puis après, l'entretien des cages d'escalier, l'entretien de l'éclairage public, voilà, ces interventions au quotidien qui, à un moment donné, permettent de crédibiliser en fait l'action publique. Voilà, c'est... Il n'y a pas d'autre. Et c'est toujours, à mon avis, d'actualité, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser, c'est très simple, hein, on ne peut pas penser faire du dialogue citoyen correct si on n'a pas une qualité de service au quotidien avec les habitants qui soit de bonne qualité. Point. C'est simple. C'est pas la peine. Est-ce que les habitants ne deviennent pas de plus en plus exigeants? C'est possible. C'est possible, et ce qui fait qu'effectivement, je vois bien... Et que la ville doit être redevable de tout. Oui, non, mais ça, c'est aussi le danger. Enfin, c'est pas un danger, c'est effectivement la qualité. La qualité du service, elle doit être mesurée au regard des exigences des habitants et de la capacité de la collectivité à rendre le service. Bon, à un moment donné aussi, on était sur parfois des... Il y a des fois des logiques de qualité qui sont parfois excessives, et on était peut-être aussi des fois obligé de réduire l'ambition d'intervention des services techniques en disant c'est pas la peine d'en faire trop, faisons-le correctement. Mais voilà. Donc l'équilibre est toujours délicat, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que l'exigence des habitants peut être parfois déstabilisante pour les services. Alors, revenons-en sur le duo, le couple entre élus et professionnels. Est-ce que pour toi, ça a fonctionné
parce que tu avais aussi un passé politique. Pour le professionnel qui n'avait pas ce passé-là, est-ce que ça fonctionnait de la même façon? Non, mais bien sûr. Parce que tu avais les clés, parce que tu connaissais les... Bien sûr. Non, mais c'est pour ça que je reviens à mon livre. C'est un témoignage, mais c'est surtout pas... Enfin, je veux dire... Je n'ai pas la prétention de généraliser ce que j'ai fait à l'ensemble des agents publics de la ville de Nantes ou de Nantes Métropole. C'est quand même un peu atypique. La proximité. C'est ça, tu as un profil atypique. Oui, mais bien sûr. La proximité que j'avais avec Daniel Asseret et la confiance de Jean-Marc Ayrault me permettait de faire ce que j'ai fait. Et donc, on fonctionnait sur une confiance partagée et que donc j'avais la capacité de prendre les initiatives que j'ai prises. Donc voilà, ça, c'est pas permis à tout le monde de le faire. Par contre, c'est sûr que, enfin, en tout cas sur Nantes, moi, ce que je pense, après, les personnes qui sont dans la salle pourront peut-être compléter, mais on a eu quand même une capacité à Nantes à faire nouer des relations entre le pouvoir politique et les agents de la fonction publique territoriale, qui étaient des relations globalement de confiance, qui ont permis de transformer Nantes comme elle s'est transformée. Bon. Il ne s'agit pas de question de dire tous les agents adhéraient à Jean-Marc Ayrault. C'est pas ça. C'est qu'il y avait une capacité de l'équipe politique de Jean-Marc Ayrault et de ses élus de faire partager en fait le projet, de faire partager le projet à une majorité d'agents. Et que donc, enfin moi, beaucoup de collègues, parce que je ne l'ai pas inventé comme ça, m'ont dit mais oui, c'est vrai qu'on a un espace à Nantes où on peut échanger avec les élus, donner notre point de vue, dire éventuellement qu'on n'est pas d'accord, mais après, une fois les décisions sont prises, ben, on y va, quoi. Donc c'est ça, quand je parle de binôme, c'est plus largement, c'est mon cas personnel, mais c'est aussi quand même, je dirais, une intelligence locale du politique et de la fonction publique pour promouvoir un projet. Parce que c'était ça, la question, c'était le projet. C'était pas le projet de transformation de Nantes tel que Jean-Marc Ayrault l'a promu pendant 25 ans. Et alors, qu'est-ce que vous avez inventé pendant ce premier mandat, puisque c'est ce qui fonde ce qu'on a inventé, c'est, je dirais que je pense, on a fait deux choses. Hein. On a pris en considération les quartiers populaires HLM. On les a pris en considération en disant aux habitants, mais vous avez des atouts, des potentiels, et ces quartiers participent du développement de la ville. Voilà, je veux dire, je reviens quand même au fondement de la politique de la ville, qui est, si on lit le texte de Jean-Marie Delarue, qui a été un des initiateurs de la politique de la ville, qui s'appelle la relégation. La question, c'est la fracture spatiale et sociale de ces quartiers. Et donc, le fait que les habitants se vivent effectivement à l'extérieur, en exclusion et abandonnés. À partir du moment où on allait les voir en disant mais on a des idées, des projets, et on veut les faire avec vous. Et les quartiers HLM ont de la valeur. Ça, c'était la formule de Daniel Asseret. Ils ont de la valeur, non seulement parce que vous y habitez, mais aussi parce qu'il y a du foncier. Ils sont en capacité aussi de produire plus que simplement de l'habitat. Et donc, ce qui a été rapidement initié, c'est sortir de la monofonctionnalité de ces quartiers. Alors, bon, c'était des quartiers d'habitat, purement d'habitat. Et donc, on a introduit de l'activité. Bon, le premier dossier, c'était le laboratoire Trichereau à Audervallières, qui a poussé à détruire une barre de 130 logements. Je m'en souviens très bien, parce que la discussion était vive, parce que ces logements n'étaient pas totalement, je dirais, en mauvais état. Mais l'idée de casser la première barre pour mettre les Trichereaux, c'était de dire mais il faut ouvrir le quartier et y introduire de l'activité pour montrer que ce quartier peut faire autre chose. Ensuite, on a fait sur Bellevue, pardon. Oui, le tramway c'est encore autre chose. Non, je parle de l'activité sur Bellevue, par exemple. Bon, il y a eu deux choses qui moi me sont restées en mémoire. C'était on a implanté la direction de l'assainissement à Bellevue. Et qui était une direction qui
voilà, qui n'avaient rien demandé, et il fallait les reloger. Et donc l'idée, ça a été, vous allez aller à Bellevue. Et là, c'était quand même une discussion vive, parce qu'ils n'avaient pas envie d'aller travailler à Bellevue. Et donc, c'était pour montrer aussi aux habitants qu'on pouvait mettre des agents publics qui travaillaient sur le quartier, et puis aux agents de la direction de l'assainissement qui pouvaient aussi aller travailler à Bellevue. Bon. Et puis on a fait la maison des sports. Ça, j'insiste parce que je ne sais pas si c'est un dossier dont on parle très peu. La maison des sports de Bellevue, c'est pas rien. C'était les fédérations sportives de Nantes qui étaient dispersées dans des locaux différents, qui venaient à la mairie en disant on aimerait bien avoir un grand local pour nous, ce serait bien quoi, les comités départementaux, les comités régionaux, voilà. Et donc, monsieur le maire, trouvez-nous un grand local. On leur a dit, c'est simple, vous allez aller dans une tour de Malakoff. Ouh. Alors là, ça a été la première proposition. Ils ont dit, ah bon, Malakoff ? Pourquoi pas Malakoff. Donc finalement, ça ne s'est pas fait à Malakoff, et on a ciblé Bellevue. Et là, on a pris 2 immeubles HLM et on les a transformés dans la maison des sports. Et le président du CROSS de l'époque, qui était Marcel Retailleau, qui n'était pas franchement de la même famille politique que Jean-Marc Ayrault, a joué le jeu. Et on a implanté quand même tous les comités départementaux et régionaux à Bellevue, en plein cœur de Bellevue. Et ça marche. Voilà, donc c'est des choses... voilà, je sais qu'il y a eu des moments un peu chauds, mais voilà, donc c'était, en termes d'invention, c'était introduire de l'activité. Et puis, sinon, on a commencé, me semble-t-il, à initier ce qu'on appelle aujourd'hui le dialogue citoyen. C'est-à-dire qu'on a quand même poussé... tout ce qu'on a mené sur ces quartiers, c'était avec quand même beaucoup de comités... de groupes de travail, comités consultatifs qui n'étaient pas labellisés comités consultatifs, mais on a, je dirais, un peu expérimenté en fait une forme de dialogue. Bon, on n'était pas les seuls, hein, je veux dire, on n'a pas le monopole de cette affaire-là, mais je pense qu'on l'a poussé parce que la politique de la ville ne peut pas se faire sans les habitants, donc on l'a poussé assez loin, et je pense que ça permis à Jean-Marc Ayrault et à son équipe de tirer les leçons pour ensuite créer les comités consultatifs de quartier. Et ça fait partie du débat. Voilà, je pense que c'est ça ce qu'on a inventé. Okay. Et comment on crée des équipes de quartier, puisque on n'a pas évoqué le mot, mais développement social des quartiers, DSQ, etc. C'est comment on crée des équipes sur des missions qui sont totalement à inventer, quoi. Je rigole parce qu'il y en a une qui est au fond de la salle. Mais en fait, c'est pas compliqué. C'est compliqué. Mais dans la politique de la ville, lorsqu'on prend un quartier, en tout cas lorsque nous faisions le développement social des quartiers, il y avait des tas de professionnels qui travaillaient sur un quartier. C'est impressionnant. Hein, lorsque on analyse, en fait, on fait un sociogramme des agents qui travaillent sur le quartier. C'est pas loin peut-être de 800 ou 1000 personnes, toutes institutions confondues. Le problème, c'est qu'ils sont cloisonnés, c'est que chacun travaille dans son coin. À la fois les services municipaux, l'éducation nationale, le conseil général, la NPE, voilà. Et donc, l'idée, en fait, de créer un projet de quartier, c'est de mettre une équipe de professionnels en leur disant, voilà, vous allez fédérer, vous allez faire travailler tout ce petit monde-là ensemble. Et en plus, vous allez travailler avec les habitants. Donc, ce sont des professions nouvelles. Je veux dire, lorsqu'on a créé ces équipes, il n'y avait pas une labellisation chargée de quartier. Et d'ailleurs, c'est créé à cette époque-là un réseau qui s'appelle l'Interréseau DSU, qui a rassemblé les professionnels qui étaient présents dans ces équipes. Donc, une équipe, c'est une équipe de 4-5 personnes, avec une responsabilité d'animation territoriale, de fédération des professionnels et de discussion avec les habitants. Ceci sous l'autorité politique de la mairie. Donc ce sont des fonctions très délicates, difficiles, la pression du haut, la pression du bas. Et donc, voilà, on a créé des équipes sur les 5, donc Nantes-Nord, d'Ervalières, Bellevue, Malakoff et Bottière-Pinsec. Voilà.
Tu expliquais il y a à l'instant que le dialogue citoyen, c'est pas une création ex nihilo, c'est une longue histoire. Et comment justement au fil de tes postes, chargé de mission au développement social des quartiers, puis ensuite responsable de la politique de la ville, et puis enfin le dialogue citoyen, comment tout cela, ça a germé? Comment on en arrive à toi, ce qui a été le premier grand déballoir, ce qui a été ce que tu as assuré juste avant de partir en retraite? Comment tout cela, les petits cailloux arrivent à former la grande rivière? Alors, il y a deux ingrédients. Et tu parlais à l'instant des quartiers avec Ouais. les comités consultatifs. Il y a deux ingrédients qui ont permis ce parcours autour de ce qu'on peut appeler la participation citoyenne. Un, la volonté politique et une conviction que ça sert à quelque chose. Parce que s'il n'y a pas ça, voilà. Et je pense vraiment que Jean-Marc Ayrault et ses élus y croyaient. Peut-être parce que Saint-Herblain avait aussi été au cœur un peu un terrain de vérification de ça. Mais enfin bon, je pense que Jean-Marc Ayrault y a cru et a été la clé de voûte de la participation citoyenne. Sinon, ça n'aurait pas eu lieu. Ensuite, ça passe par des formes d'expérimentation et une capacité en fait à promouvoir des formes de discussion avec les habitants qui sont diverses et qui s'inscrivent sur une durée suffisamment longue pour en tirer les enseignements. Je m'explique. Moi, j'ai vécu 4 mandats. Chaque mandat a promu une forme de concertation, de dialogue citoyen différente. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a eu un fil rouge à Nantes qui continue et qui s'amplifie, qui est même très ambitieux aujourd'hui. Mais il est parti de 89. Voilà. Et à chaque mandat, il y avait des dispositifs qui étaient en place. Et je pense que l'intelligence de Jean-Marc Ayrault et de ses équipes, c'est d'en avoir tiré le bilan à la fin de chaque mandat. C'est-à-dire que nous, on a expérimenté le développement social des quartiers avec des groupes de travail des habitants. On a tiré les enseignements en 1994. En 1995, il y a eu extension du dispositif quartier sur les 11 quartiers. On a mis en place les comités consultatifs de quartier. On a tiré le bilan. Guy Laurent, qui est là, peut en parler aussi. Ensuite, il y a eu la mise en place de la commission consultative d'agglomération avec le conseil de développement. Avec la métropole, avec la communauté urbaine, on est passé sur un double registre, le registre ville et le registre de la communauté urbaine, c'est-à-dire dialogue citoyen aux 2 niveaux. Et puis, à partir de 2008, un nouveau souffle avec le dialogue citoyen. Donc, je pense que ce qui est assez remarquable quand j'ai écrit ce livre, ce que j'ai pu à nouveau mettre en évidence, c'est un fil rouge qui est le dialogue avec les habitants, une diversité des formes et une capacité à analyser qu'est-ce qui en fait la force et qu'est-ce qui en fait les faiblesses, et de passer à un stade ultérieur en tirant les leçons du passé. Mais ça, c'est un travail considérable. Je veux dire, la question de pouvoir justement apprécier en quoi c'est pertinent et en quoi on peut passer à une autre étape, c'est un travail difficile, mais je pense que ça a été fait à Nantes. Alors, comment justement sur ce dialogue citoyen, de par toutes les expériences que tu en as connues au fil de tes mandats, de tes missions, comment est-ce qu'on arrive à les convaincre, ces citoyens, qu'il est nécessaire et utile? Comment je dirais, c'est marrant, le mot qui me vient, c'est l'honnêteté. Moi, je pense que ce qu'on a globalement su faire à Nantes, bon, mais attention, je ne veux pas être dans le, comment dire, si on a bien bossé, mais je ne vais pas souffler dans les trompettes pour dire qu'on a été les meilleurs. Mais je pense que ce qu'on a appris, en tout cas moi ce que j'ai appris, c'est qu'il faut bien définir les règles du jeu avec les publics avec qui on travaille. Voilà. Et ne pas rentrer dans des formes de démagogie, de débat sans règles. Et que donc
il y a une question de contrat. Il y a une question de contrat. Les détenteurs du pouvoir, ce sont les élus et les services. Ils sont dans un rapport ils détiennent le pouvoir. Ils sont en face à des... Je parle pas des... Là, je ne suis pas sur la concertation avec des contre-pouvoirs. Hein. Là, je suis dans l'offre. Je parle de l'offre de discussion telle qu'on l'a mis en place. Il faut bien avoir conscience qu'on est quand même sur une offre où, globalement, les gens ils sont sceptiques. Donc, il faut définir les règles du jeu, dire voilà ce dont on va parler. Enfin, Philippe Desballois, on a été quand même beaucoup là-dessus. Et voilà ce dont on ne va pas parler. Alors, si les gens disent ah, non, mais nous, on voulait parler de ce dont on va parler, on va faire autre chose. Mais bon. Et s'il y a un accord clair, c'est productif. C'est productif. Mais encore une fois, il ne faut pas attendre de ces formes de dialogue autre chose que ce qui est défini au départ. Un contrat, c'est un contrat. Et donc, le problème des illusions sur le dialogue citoyen, c'est de penser qu'on peut parler de tout et surtout de ce dont on n'est pas venu pour parler. Alors, c'est ça la confusion. Voilà. Donc, après, encore une fois, globalement, dans toutes les formes participatives qu'on a connues, on perd quand même à peu près la moitié des gens dans la durée. Il ne faut pas se raconter l'histoire. 3, les jeunes sont quasiment absents, donc ça c'est quand même un vrai problème. Et puis, c'est compliqué de tirer les enseignements de ce à quoi ça a vraiment servi, par exemple, sur des grandes politiques publiques. Bon, c'est vrai que c'est une question récurrente. Hein. En gros, est-ce que les institutions, les élus, les services tiennent compte de ce qui est discuté? Moi, je pense que oui, mais pouvoir le quantifier, c'est très compliqué. Je prends la question des politiques de déplacement, telles que je l'ai fait avec Éric Chevalier et ses équipes en 2008-2009, sur la révision du PDU. Je pense que toutes les formes de dialogue citoyen qui ont eu lieu, à la fois avec le Conseil de développement, l'atelier citoyen, les ateliers cheminement doux ont permis en fait d'irriguer la politique publique. Enfin, voilà. Mais encore une fois, pour vraiment le quantifier et le mesurer, c'est très difficile. Voilà, en gros, ce que je pense. Alors, dans ton livre, tu traces aussi, tu fais le portrait de plusieurs personnes. Je n'ai pas compté d'ailleurs 21. Le nombre de portraits. 21. Il y a 21 personnes. Je ne sais pas s'il y a la parité. Non. Non, tu n'as pas fait. Quelles sont sur ces 21 les plus marquantes? Alors, on comprend qu'il y a Daniel Asseray. Vas-y, tu peux. Oui, c'est dur de faire. C'est délicat parce que il y a des rencontres marquantes. Non, mais c'est délicat. Les deux, effectivement, les deux les plus marquantes, c'est évidemment Jean-Marc Ayrault et Daniel Asseray. C'est à eux que je dédie ce livre. Jean-Marc Ayrault parce que, encore une fois, ça a été celui qui a quand même repris la ville en 89, ce qui était quand même un acte courageux. Parce qu'il aurait pu rester à Saint-Herblain et puis vivre une carrière politique nationale en étant maire de Saint-Herblain. Et voilà, il a pris des risques. Il a tenu, à mes yeux, sur les deux valeurs qui étaient ambition et solidarité, il a tenu un fil rouge qui a été toujours le même, c'est clair, pour moi c'est ça. Et donc, il a permis, en fait, à Nantes de se transformer. Bon, Daniel Asseray, c'est plus affectif, je dirais. Je l'ai connu quand il était directeur du Home Atlantique. Donc, il était sur une posture de directeur d'organisme HLM qui rompait avec ce que j'avais découvert à Nantes Habitat. Donc, plutôt offensive, prise de risque, innovation, voilà. Et donc on a sympathisé. Bon, en plus, il nous a fait travailler au Gers, donc c'était quand même bien. Et puis après, j'ai passé 2 mandats avec lui où on était sur une proximité à la fois de penser sur ce qu'il fallait faire et aussi sur le mode de faire. C'est-à-dire que Daniel, enfin pour celles qui l'ont connu, avait quand même une capacité à aller au débat, à débattre, à accepter les contradictions et à retourner des salles. C'est-à-dire qu'il y a eu un débat avec les commerçants du centre-ville, avec 400 commerçants qui étaient opposés au projet, et où il a permis effectivement de un peu retourner les opinions. Voilà, donc c'était quelqu'un dont j'étais effectivement très proche. Voilà, mais après je ne vais pas faire je m'arrêterai là pour les portraits.
Bon, mais ils sont à lire. Bah, évidemment, Quelquefois entre les lignes. Entre les lignes, effectivement. si vous voulez. Vas-y. Oui, moi j'avais. Alors, juste par rapport à Daniel Asseret, je pense que le deuxième mandat, il a été finalement, d'une certaine manière, tu le racontes, cassé par la mission que Martino Oui, Bri tout à fait. Ça a été, lui a confiée. oui. Au Le passage au cabinet a été pour lui très, très destructeur. Enfin, il a vécu ça très mal et puis après, ça l'a un peu cassé, quoi. Oui. Et donc, enfin, tu le racontes très bien. Ce qui m'intéresse aussi, c'est comment tu vis les passages d'une institution à une autre, et du passage de la ville de Nantes, territorialement aussi, à une agglomération, alors qu'il ne faisait pas 24 communes, peut-être à l'époque, ou en tout cas quand tu as été entre les deux, puisque pour un certain nombre, pendant un certain temps, tu assurais la mission à la fois à la ville et également au district pendant quelques temps, avant de passer à la communauté urbaine ensuite. Oui, enfin ça c'était très, très court. En fait, j'ai fait deux mandats à la ville de Nantes. Dans ce qui s'est passé en 99, la perspective donc, de créer la communauté urbaine était de plus en plus précise. Et il y avait la question de la compétence politique de la ville. Bon. Nous avions un contrat de ville. Bon, je rappelle, hein, juste pour... il y a eu les opérations de développement social des quartiers et ensuite on a eu un contrat de ville. C'était la politique publique nationale qui disait ça. Donc on avait un contrat de ville qui nous menait de 1994 à 1999 et après, si on voulait continuer, il fallait renégocier un contrat de ville. Le contrat de ville, en fait, n'avait pas vraiment une dimension d'agglomération, ou en tout cas, il était mineur. Et donc, en 1999... on m'a dit, monsieur Laurent Théry ici présent, qui allait prendre la direction de la communauté urbaine, m'a dit il faut que tu fasses un contrat de ville qui soit un contrat d'agglomération. Bon, ok. Donc c'est dans la perspective de la création de la communauté urbaine. Donc j'ai préparé le contrat de ville 2006 dans la perspective de basculer donc à la communauté urbaine. Voilà. Donc c'est juste ce passage-là. Et après, je suis arrivé à la communauté urbaine en 2000 comme directeur de la mission politique de la ville pour mettre en œuvre la politique de la ville au niveau de l'agglomération. Moi, ce qui m'intéressait dans cette affaire, enfin il y avait plusieurs choses, mais ce qui était clair, c'est qu'on avait vécu à la ville de Nantes. Il faut quand même rappeler que les quartiers populaires HLM sont prioritairement dans la ville de centre. Que donc la politique de l'habitat, qui est quand même une politique fondamentale de la politique de la ville, posait le problème de comment, en gros, on répartit les pauvres, comme on dit. Hein, et donc la solidarité entre la ville-centre et les communes. Et donc, poser les termes d'un contrat de ville d'agglomération, ça m'intéressait parce que ça permettait d'ouvrir la question d'une politique de l'habitat au niveau d'agglomération. Et ça, je veux dire, la communauté urbaine était prête à jouer le jeu. Je pense que d'ailleurs qu'un des bilans qu'on peut tirer aujourd'hui, c'est quand même la capacité des dirigeants de Nantes Métropole d'avoir réussi la répartition du logement social sur les 24 communes. C'était quand même un bel acte politique. Hein. Donc il y avait ça, puis il y avait aussi cette fameuse question, mais ça, on ne va pas pouvoir en parler ce soir, mais de l'emploi et de l'insertion. Je veux dire, s'il y a une question sur laquelle on a buté et on continue à buter, c'est bien la question de l'emploi et de l'insertion. Et que donc, ce n'était pas sur la ville de Nantes qu'on pouvait régler cette question-là, tu le sais bien, en plus tu étais directeur de développement économique. Il fallait penser l'emploi et l'insertion au niveau de l'agglomération. Donc, l'idée de créer un plan local d'insertion par l'économique pour l'agglomération, et pas seulement sur Nantes, ça m'intéressait. Donc j'ai basculé dans l'équipe de Laurent, à la communauté urbaine, sur la politique de la ville, avec cette idée-là. Et là, j'ai découvert effectivement une nouvelle institution voilà, dont on va peut-être pouvoir parler après, je ne sais pas. Oui, il y a aussi, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, et vous êtes sans doute quelques-uns, vous allez pouvoir le faire, il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant dans le livre, c'est la relation que Paul a eue avec ses différents directeurs généraux de service. Donc la relation avec le premier, Jean-Antoine Mathis, que moi aussi j'ai connu, est assez intéressante puisque elle commence de façon assez froide. Ensuite, mais ça s'améliore par la suite. Hein. Ensuite, Laurent, tu t'en tires bien, je crois, dans le bouquin. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'assez fort entre vous. Il y a évidemment Benoît Pavageau, dont on sent que on pouvait travailler avec lui, mais que il fallait prendre quelques précautions.
Voilà, et Philippe Mahé. Donc je vous encourage à lire le livre, puisque ça raconte aussi finalement de la relation interpersonnelle entre... par rapport à des missions qui sont, alors pour effectivement des gestionnaires au premier rang de leur mission, ces missions-là étaient quelquefois assez enfin, il ne la comprenait pas forcément. Je ne sais pas pourquoi tu parles de gestion. Un DGS, c'est pas un gestionnaire. Bon. Enfin, je sais pas. Corrige, vas-y. Non, c'est plus qu'un directeur général de service doit avoir une vision politique. Enfin, c'est pas, pour moi, je ne conçois pas un DGS sans avoir une vision politique qu'il partage avec ses élus. Et il doit lui-même construire une vision prospective et la porter. S'il ne fait pas ça, ce n'est pas un bon DGS. Est-ce que je peux dire à ce moment-là qu'il y a des politiques qu'il comprend et avec lesquelles il est à l'aise et d'autres où il est un peu plus... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je pense que Jean-Antoine Mathis avait une vision politique. On lui demandait de moderniser les services et il l'a fait avec ce qu'il était. Mais il avait évidemment une vision politique. Après, il était plus sur un côté d'organisation des services, alors que Laurent avait une vision prospective stratégique, Philippe Mahé un petit peu, et Benoît Pavageau, bien sûr, bien sûr. Peut-être qu'on va passer maintenant aux échanges avec la salle, mais j'avais juste peut-être une chose qui serait... parce que c'est très intéressant ce que tu racontes de ce parcours de 20 ans dans la collectivité. Des relations élus, techniciens, entre techniciens également. Mais on le disait avec Philippe Guillotin tout à l'heure, tu le fais dans le cercle que tu as connu. Ce qui serait intéressant, c'est que d'autres puissent le faire dans d'autres cercles avec ce même regard, parce que probablement on ne raconte pas tout à fait les mêmes histoires. Mais tout à fait. Mais non, mais moi, c'est une invitation à l'écriture, ce que j'ai écrit. C'est-à-dire que j'aimerais que... Mais tout le monde ne sait pas bien écrire comme toi. Non, mais peut-être, mais ça s'apprend. Mais qu'il y ait la même... Enfin, le conseil général, je veux dire, de l'intérieur, c'est fantastique, ce que j'ai pu apprendre. Voilà. L'éducation nationale, mais ce qu'on a fait sur les ZEP, mais c'est incroyable, quoi. Je veux dire, il faut que les gens, il faudrait que ça s'écrive tout ça, quoi. Bon, voilà. Mais bien sûr, il faudrait des regards croisés sur ces histoires-là, bien sûr. Maintenant, juste avant de passer aux questions, enfin, je veux dire, moi, ce que je revendique aussi dans cette écriture, c'est que c'est la dimension collective, c'est-à-dire que tous les gens dont je parle, enfin bon, ici, il y en a quand même beaucoup qui sont présents. Je raconte une histoire qui est une histoire collective. Simplement, l'écriture, c'est un acte évidemment singulier et personnel, mais encore une fois, c'est quand même l'histoire d'une génération, de collectifs, et ça, je tiens à le dire fortement, parce que c'est ça qui a aussi été pour moi le plaisir de cette aventure. Alors, on va passer aux questions de la salle. Qui souhaite poser une question? Allez-y, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit des choses et ce serait bien qu'ils les disent. Ou faire un commentaire. Oui. Bruno Deshaies, conseil de développement Nantes Métropole. Tu nous as fait puisqu'il faut te tutoyer, donc je te tutoie. Tu nous as fait un bel exposé de ce qui s'est passé depuis 25 ans environ. Et on voit le succès de Nantes. Tu n'as pas parlé de la culture. Alors, c'est très simple. Oui. Ouais, mais j'avais une autre question qui était... Tu nous as parlé du passé, pas tellement du présent et pas du tout du futur. Alors, je voudrais savoir comment tu vois l'évolution de Nantes à venir. Il attend qu'on vienne le chercher. Non. Alors, sur la question de la culture, Yannick pourra dire son point de vue, parce que ça m'intéresse beaucoup. Lorsqu'on a fait le développement social des quartiers, la dimension de la culture était très présente. Donc, j'en parle sans doute peut-être pas assez, mais on était... je parle d'un exemple qui était la bibliothèque Émilienne Leroux d'Hervalières, qui était quand même un truc assez incroyable, parce que c'était une première bibliothèque de quartier, et il a fallu batailler. Enfin, c'était difficile à faire, mais on l'a bien fait. Bon. Et puis il y a eu beaucoup d'autres actions sur la culture. Bon, peut-être que je l'évoque pas assez. Bon, mais sinon c'était quand même assez présent. Par contre, une fois que je suis passé à Nantes Métropole, je n'ai plus travaillé sur la culture, hein, donc c'était un peu. Après, oui, évidemment, je parle
En fait, je parle que de mon expérience. Alors après, j'ai fait une petite postface sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc, j'ai travaillé pendant 1 an et demi avec Johanna Roland et ses équipes sur le déballoir avec Philippe. Ce que je dis simplement, mais après on pourra approfondir, mais aujourd'hui sur Nantes, sur Nantes et Nantes Métropole, ce que je pense, c'est que Johanna Roland et ses équipes ont un héritage assez exceptionnel. Un héritage à la fois politique et institutionnel, c'est-à-dire que c'est rare de voir quand même une agglomération avec une communauté, une métropole qui fonctionne aussi bien et une ville-centre qui fonctionne aussi bien. Voilà, ça c'est quand même un privilège. Deuxièmement, je crains quand même qu'on retrouve, et là peut-être qu'on retrouve une amplification des écarts et à nouveau une fracture spatiale et sociale avec les quartiers. Il y a quand même des signes inquiétants. Ça ne met pas en cause du tout la volonté politique, mais c'est qu'aujourd'hui, tenir en fait la cohésion sociale et cohésion territoriale, c'est pas facile. Enfin, tous les témoignages que j'entends autour de moi, c'est que c'est quand même un vrai boulot. Et donc, je pense que l'enjeu de retrouver, alors c'est pas retrouver l'esprit de la politique de la ville tel que je l'ai vécu, parce que je fais confiance à toutes les nouvelles générations pour les penser autrement. Mais il faut être extrêmement vigilant pour ne pas à nouveau voir des écarts se creuser entre les quartiers et le centre. Et là, si j'ai une petite inquiétude aussi, c'est que je pense que ce qu'on avait fait avec Nantes Habitat et l'Accord et autres satellites, où on avait quand même une pression forte et un travail en commun, j'ai un peu l'impression que ça s'est distendu et peut-être une forme de régression sur le pilotage politique de ces institutions. Mais bon, voilà, ça n'engage que moi. Une autre question ? Oui, je poserai une question plutôt sur... Tu peux te présenter quand même. Oui, Jean-Michel Hiver, ancien directeur de la com de Nantes Habitat. Et j'aime l'écriture, et c'est une question sur l'écriture et l'art d'écrire. Comment tu as fait pour faire surgir autant de souvenirs avec un peu cette homogénéité de style ? J'ai eu l'impression, en lisant le bouquin, qui m'a passionné, que tu avais pris des notes, que tu avais une sorte de carnet de bord, une sorte de carnet de jour. Est-ce que tu as fonctionné comme ça, et comment tu as pu créer cette unité dans l'écriture, en fin de compte, parce que 25 ans résumés en 140 pages, je dirais qu'il faut le faire, quoi. Il faut le faire pour avoir cette intention, d'abord, et ensuite ce résultat, parce que c'est un livre un peu technique, mais agréable à lire, quoi. Bon, il y a le coup des portraits qui est vraiment une petite merveille. Moi, j'ai adoré. Ça m'a inspiré aussi, je t'ai fait parvenir des anecdotes, parce que c'est ça, c'est sympa, on a envie de te répondre, quoi, de te dire, ah bah tiens, moi j'ai vu ça comme ça. Bon. Mais comment tu as fait pour avoir cette ligne sur 25 ans, parce que... Je suis un archiviste, un conservateur, un archéologue de documents. Voilà. En fait, je garde tous les documents. Et donc, d'abord, oui, j'ai eu un carnet de bord personnel qui a été alimenté différemment suivant les époques, mais d'entrée, j'avais créé un carnet de bord. Deuxièmement, quand on a travaillé dans un bureau d'études, voilà un peu, puis la sociologie, donc moi j'ai toujours quand même l'idée de maintenir la mémoire des choses, donc j'ai gardé énormément de documents. Bon. Et donc lorsque je me suis décidé à écrire, j'ai réouvert mes cartons d'archives, et alors c'est vrai que les documents, c'est étonnant, les documents de travail type notes de cadrage, compte rendu de réunion, voilà. Quand on les relit 15 ans après, c'est assez intéressant. C'est vraiment, et donc j'ai revu en fait toute l'histoire à partir au prisme des documents que j'avais gardés. Mais j'ai gardé énormément de documents. Sinon, je n'aurais pas pu le faire. Non. Et donc j'ai tenu. Alors maintenant, juste sur l'écriture, puisque tu m'en donnes l'occasion, j'ai fait beaucoup de notes de bas de page. Parce que je tenais à donner au lecteur en fait tout un argumentaire qui peut être technique. Lorsque, par exemple, je parle du PLI, bon, un plan local d'insertion par économique, c'est pas toujours très stimulant. Il n'empêche que c'est une sacrée machine. Et donc, sur beaucoup de dispositifs, j'ai fait des notes en bas de page pour donner crédit aussi à ce que j'expliquais par ailleurs. C'est-à-dire que voilà. Et donc, j'ai eu des retours comme quoi
c'est assez argumenté, et donc tout ça, ça donne à la matière, en fait, au récit par ailleurs, quoi. Mais oui, j'ai énormément j'ai des archives, quoi. Je suis un archiviste. Une autre question? Oui. Oui, Andrea Brotto. Ancien collègue. Oui. Mais je voulais dire plus ancien que toi, justement, parce que mon voyage a été un peu plus long que le tien, même s'il y a peut-être moins de choses à raconter. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu as parlé tout à l'heure du développement de Nantes qu'on connaît aujourd'hui. Et je voulais quand même souligner que ce développement avait commencé un peu avant. Moi, j'ai connu le changement des municipalités en 1977, où à la fois Alain Chénard a été élu maire de Nantes et Jean-Marc Ayrault maire de Saint-Herblain. Donc, je ne veux aucunement amoindrir tout ce qui s'est passé sous l'époque de Jean-Marc Ayrault, que je connais depuis 1977, encore une fois, et j'ai beaucoup apprécié de travailler avec lui pendant toutes ces années. Je voulais simplement dire que beaucoup de choses avaient été lancées, des fondations, dans la municipalité Chénard, entre 1977 et 1983. Qu'on parle des investissements, tout le monde les connaît, le tramway, le grand stade, la manufacture, etc. etc. Qu'on parle aussi des institutions, notamment la première institution intercommunale digne de ce nom, qui s'appelait le ciment, beaucoup plus facile à créer techniquement, mais très difficile à créer politiquement à l'époque, l'agence d'urbanisme, la Sémitane, et j'en passe. Et donc, après, il était, même si Jean-Marc Ayrault, pendant tout ce temps-là, était maire de Saint-Herblain, il y avait quand même pas mal de bases qui avaient été jetées avant, y compris en matière de desserte des quartiers, etc., tout ce qu'on veut là-dessus, qui avaient été jetées entre 1977 et 1983. Tout à fait d'accord, André. D'ailleurs, je t'invite à l'écrire, tout ça. Parce que moi, en fait, si tu veux, j'y étais pas. Donc, bon, voilà. En fait, je fais pas l'histoire de Nantes, quoi. Je ne parle que de ce que j'ai vécu et sur quoi j'étais acteur. Donc, moi, alors, puisqu'on parle du municipal Chénard, bon, voilà, une petite incise. J'ai travaillé 2 ans à l'Office public HLM sur les premières opérations de réhabilitation, avec un président qui s'appelait Guy Gouraud et un délégué général qui s'appelait Frédéric Paul, qui a fait une belle carrière dans le mouvement HLM. Ça a été quand même une épreuve, hein. Ça a été pour moi un échec. Donc voilà, c'est tout. Après, on a tiré les enseignements. C'est comme ça, après, que j'ai tiré les enseignements sur comment faire autrement. C'est tout. Mais sinon, tout ce que tu dis, je sais bien sûr. Mais encore une fois, j'y étais pas, donc j'en parle pas. Je n'ai jamais fait de différence entre les 2 élus. Je les ai toujours classés sur le même plan d'égalité pour moi, que ce soit Alain Chénard ou Jean-Marc Ayrault. Je voulais simplement rappeler ça parce qu'un journaliste de Ouest France avait titré à l'époque, malgré la défaite de 1983, il n'a fait qu'un mandat, mais quel mandat? Donc il y a beaucoup de choses qui ont été lancées à cette époque-là. Une autre question? Oui, ça va être les propos d'anciens combattants. Nantes la bleue qui arrive, non, c'est ça? Ouais, oui, on assume. Oui, c'était le débat qui a eu lieu au moment pas de l'affaire, mais disons de l'aménagement des 50 otages. C'est-à-dire que comment toi tu l'as vécu un petit peu à cette époque-là, puisqu'il y avait eu plusieurs projets et que notamment la question de l'eau dans la ville était posée et que ça s'est terminé par pas d'eau dans la ville, mais que constamment ça revient un petit peu dans le débat, et quelles auraient été les conditions pour qu'on puisse avancer plus loin dans ce type d'aménagement ou de réflexion sur la réintroduction de cette eau dans la ville. Non mais c'est pas pour botter en touche, mais encore une fois, c'est vrai que moi, ce débat, j'y ai pas participé. Oui, oui, mais... Et j'avoue que je suis resté vraiment très extérieur. J'étais tellement centré sur mes quartiers que, bon, je voyais bien que ça discutait beaucoup, mais franchement, c'est... D'accord. Non, voilà. Alors, en complément, effectivement, sur le développement social des quartiers, puisqu'on a été plusieurs à participer à cette époque-là, ça a été une grosse affaire, effectivement. Oui, ça c'est sûr. Oui, et notamment, c'était quand même aussi dans le cadre d'une politique d'ensemble qui a parfois un petit peu disparu, mais au niveau de l'État, et donc avec un relais qui a été très important, c'est vrai, à Nantes.
Mais c'est sûr qu'à l'époque, on avait l'impression de beaucoup de travail, de différentes institutions, etc. Après, ça a retombé, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça a été un élément extrêmement important, nouveau par rapport à ce qui s'était fait avant. C'est un petit peu le témoignage que je voulais apporter. Non, mais j'en profite juste pour dire une chose. C'est une des particularités quand même de la politique de développement social des quartiers, c'est que c'était une politique d'État. Mais elle était proposée aux collectivités locales et c'était aux maires de s'en saisir. Donc ça reposait quand même sur la capacité du maire de dire oui, je vais m'y lancer. Et après, de contractualiser avec l'État et la région. Mais oui, il y avait du pognon. Mais l'animateur, la clé de voûte, c'était le maire. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'on avait, lorsqu'on allait en préfecture, on pouvait interpeller les services de l'État, la DRAC, l'éducation nationale, au nom de l'autorité politique du maire, en disant « Mais monsieur le DRAC, non, vous ne faites pas votre boulot sur les quartiers et tout ». Et donc là, c'était quand même un sacré exercice, quoi. Alors, et c'était nouveau, mais c'était une politique pour moi, c'était vraiment la décentralisation en marche, quoi. Et c'était très, 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 très stimulant. Alors, les jeunes générations, là, qui voulaient parler. Du coup, ça met la pression, donc forcément. Puis jeune génération, mais effectivement, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, donc j'ai eu le plaisir de lire. Tu peux te présenter, peut-être? Oui, donc Michel Bourdineau, mais j'allais y venir, en fait, dans le déroulé de ma question. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre que j'ai lu, c'est qu'effectivement, tu as un parcours qui est riche, parce qu'effectivement, tu as mélangé politique, technique, associatif, intellectuel. Enfin, il y a un parcours intéressant. Et même syndicalisme. Et j'allais y venir. Du coup, c'était ma façon de faire le lien, c'est qu'effectivement, je t'ai côtoyé de loin, parce qu'effectivement, pour le coup, j'ai été militant CFDT, donc Michel Bourdineau. Je travaille aujourd'hui à la ville de Nantes et j'ai eu une période de militantisme à la CFDT, donc qu'effectivement, tu es adhérent à la CFDT, mais tu l'expliquais, tu n'étais pas militant. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est du coup ce parcours-là. J'étais donc à la fois déjà merci pour ton témoignage, parce qu'effectivement ça offre aussi, je dirais, moi ça m'a permis de voir aussi effectivement que l'action politique, ou en tout cas l'action locale, pouvait porter ses fruits, qu'il y avait quand même des choses à construire. Et c'est vrai que tu le dis dans ton livre, mais on est dans une période de doute aujourd'hui, et de pouvoir de temps en temps avoir ce type de témoignages qui nous disent on peut construire quelque chose ensemble, c'est plutôt plaisant. Après, j'avais une question justement dans ton histoire. Ce qui est intéressant, on voit beaucoup, tu fais référence à des cercles, à des lieux d'investissement locaux. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça existe encore, ces lieux-là. Enfin, j'ai beaucoup de questionnements là-dessus. C'est vrai qu'à titre personnel, pour avoir arrêté le militantisme syndical, je me suis toujours posé la question de comment m'investir politiquement, ou en tout cas de façon plus poussée dans la ville, et c'est quelque chose qui me semble aujourd'hui un peu moins présent. Donc, est-ce que déjà tu as des idées de ce qui a pu faire la continuité des différents cercles? Et puis ouais, non, c'est déjà une bonne question. Alors, les héritiers du cercle du Marchis. Ouais, bah, ils sont là. Non, mais nous, voilà, je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais c'est vrai que on a avec Roger, avec Jean-Yves, on a fait le dernier cercle qu'on a animé, ça s'appelait Maintenante, qu'on avait créé en 2002, suite au deuxième tour des présidentielles. Et on a tenu ce réseau, c'était un réseau cercle, voilà. Bon, avec pas beaucoup de publicité, bon, c'était peut-être un peu trop dans l'entre-soi d'ailleurs. On l'a tenu en gros 8 ans. Et puis ça s'est essoufflé. Et donc voilà, aujourd'hui, en dehors d'être à Place Publique et au Césaire et à la CFDT, je suis dans aucun cercle de réflexion. Donc régulièrement, il y a des gens qui me disent « mais c'est pas possible, il faut continuer, refaire encore quelque chose ». Alors on se regarde et puis on se dit « non, nous on peut pas faire la... » Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de... Voilà, pour moi, aujourd'hui, un vide. Alors
Je pense que je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe et le Conseil de développement est beaucoup mieux placé que moi pour en rendre compte. Il y a forcément des lieux de réflexion. Mais je sais pas, je regarde Guillaume, c'est vrai que tu m'as toujours dit aussi, il fallait qu'on soit avec vous, quoi, avec la jeune génération, dans une espèce d'articulation. Et on ne le fait pas. Et donc ça fait partie peut-être aujourd'hui des manques. Je ne sais pas, hein, Guillaume, qu'est-ce que tu en penses? Bonjour, donc Guillaume Sanchez, directeur du pôle de proximité à Nantes Métropole et donc ancien collègue de Paul, dont je considère qu'il a participé à ma formation, notamment dans l'analyse des politiques publiques et puis dans je dirais en portant un regard politique. C'est un échange en effet qu'on a eu beaucoup de fois avec Paul, y compris encore récemment quand Paul, même s'il a la modestie de ne pas le reconnaître, avait proposé à la lecture de quelques-uns des articles de Place Publique pour pouvoir amener le commentaire et un peu enrichir. Et on voit bien, je pense que Paul, de ce point de vue-là, tu as toujours été à l'écoute et avec la volonté de transmettre. J'ai eu la chance de travailler auprès de quelques collègues, je pense à Maurice François, je vois Claude Métois qui l'a bien connu également, donc qui avait un peu cette volonté-là. Je ne sais pas si elle existe encore, et en effet, elle pose la question de la transmission. En fait, c'est étonnant, je remercie vraiment beaucoup pour la question, parce que en fait, j'avais exactement la même. Je ne sais pas où sont les lieux de réflexion, je dirais, qui maillent des générations. J'entends que, forcément, je dirais, et d'ailleurs, la tranche d'âge ce soir m'y invite, hein, c'est-à-dire la question du maillage intergénérationnel, elle me questionne, et ça me permettrait de renvoyer une autre question, mais je pense qu'elle est assez complémentaire. On voit que ce club du Marchix, en fait, il a abouti à une rencontre avec un homme, Jean-Marc Ayrault, mais avec des idées. Qu'est-ce qui, pour toi, Paul, actuellement, est un peu ce qui a été on va dire le souffle de ces 20 dernières années et ce qui a transporté un petit peu, je dirais, le projet de la ville et puis métropolitain, ce serait quoi maintenant ce souffle d'après toi? Est-ce qu'il existe? Parce que j'avoue que voilà, c'est une vraie question ouverte. Mais je préfère que d'abord Yannick qui veut dire quelque chose. Non, je suis très content de la question qui vient d'être posée. Il y a quelque temps, j'étais à un dîner avec 7 ou 8 amis convives et la question est venue sur la table. C'était oui, mais comment ça se fait qu'il y a eu une si belle réussite de Jean-Marc Ayrault à Nantes et que ça a été si difficile quand il est devenu Premier ministre au niveau de l'État? Je pense que Laurent pourrait apporter quelques réponses. Et alors, l'un des convives a dit: oui, mais vous étiez une équipe. Et je crois que c'est assez vrai. Et pour aller dans le sens de, je te tutoie, excuse-moi, de ce que tu disais, ce qui s'est passé, et je crois que c'est très important pour toute génération, c'est que quand on accède à un pouvoir, il faut quand même avoir au préalable des idées. Et je dirais que parfois, je suis assez stupéfait de voir qu'il y a des gens ici ou là, dans telle ou telle institution, qui n'ont pas beaucoup d'idées et qui ont une attirance pour le pouvoir, plus que pour ce qu'on va en faire. Bon. Oui, il y en aurait beaucoup à donner. Je dirais que ce qui s'est produit, cette équipe, ce n'est pas une équipe de béni oui-oui derrière Jean-Marc Ayrault. Et tu as bien esquissé l'histoire. On pourrait parler de la culture, par exemple. La culture, comment ça s'est passé? Alain Chénard, en mai 82, m'invite à la mairie. Je n'étais pas dans les cercles, moi. Hein. Il m'invite à la mairie. Il me dit, bon, allez, tu as quelques copains intellectuels, vous allez faire une association et vous allez recruter un directeur. Ce que nous faisons au mois de juin, ça a été vite. Et qu'est-ce que nous recrutons? Un type qui est en poste à la Guadeloupe et qui vient nous faire un exposé qui nous a profondément intéressés. Alors, on avait tous réfléchi sur la culture. Ce type, c'était Jean Blaise. C'est donc là, en juin 82. Et il a eu quelques mois pour tenter quelque chose sur Nantes. D'ailleurs, il ne s'est pas trop mal débrouillé avec les moyens relativement limités. Mais ensuite, il y a l'échec, effectivement, de 83, et dans les 15 jours qui suivent, suppression
de la subvention à cette maison de la culture de Nantes, comme elle s'appelait à ce moment-là qu'on avait créée. Et donc, que faire ? On discute avec notre grand ami, mon grand ami Daniel Briolet et Jean Blaise. On dit, mais on ferme la porte parce qu'on n'a plus aucun moyen, ou qu'est-ce qu'on fait ? À ce moment-là, on décide d'aller ensemble voir Jean-Marc Ayrault à Saint-Herblain. Et l'idée était mise de réunir l'ensemble des communes de gauche autour d'un nouveau projet. Et là, Jean-Marc, effectivement, connaît Jean Blaise, et top là, on y va. Donc pendant 6 ans, on s'est dit, dans 6 ans, on sera là. Donc la réflexion culturelle a été longue, elle s'est traduite dans le cercle du Marchis avec tous les copains qui étaient sur l'urbanisme, enfin tu as tout décrit sur les quartiers, etc. Bon, sur le futur de la Loire, enfin tout ça, avec des réunions tous les mois à peu près, hein, selon des thèmes différents. Et donc, il y avait entre des garçons comme Asseray, des garçons comme Patrick Maréchal, etc., quelque chose qui s'est formé, sinon une amitié, du moins une vraie camaraderie de combat, quoi, d'une certaine façon, parce qu'on n'était pas sûr de ce qui allait se produire. Et donc, quand il s'est agi de solliciter Jean-Marc Ayrault, ça s'est produit l'été 88. À l'été 88, il était un peu hésitant à ce moment-là, et justement, l'ensemble de ces gens-là, on se retrouvait dans une sensibilité politique au sein du Parti socialiste. Et donc, nous avons fait pression sur Jean Popren, qui souhaitait que Jean-Marc Ayrault prenne la direction de ce courant au niveau national. Il y avait donc pour Jean-Marc 2 voies possibles. Et donc, finalement, Jean-Marc, au mois de septembre-octobre, dit « Ok, j'y vais », ce que tu décris très bien dans ton livre. Et donc, au fond, ce qui s'est produit, c'est la conjonction d'un destin personnel, Jean-Marc, avec toutes ses qualités. Alors c'est pour ça que la question que je voulais poser, c'est sur le concept que tu distingues gouvernement-gouvernance. Ça m'intéresse prodigieusement de savoir comment tu le vois. Moi, je le vois d'une certaine manière. Et donc, il avait avec lui, oui, une équipe, effectivement, mais de gens qui avaient leur propre démarche depuis plusieurs années. Ce n'était pas un chef qui avait réuni des gens pour un projet. C'était quelqu'un qui avait une autorité, il était plus jeune que nous, etc. Bon, une autorité, une expérience. Il connaissait bien à travers le district, évidemment, l'ensemble du système d'agglo. Et par contre, les uns et les autres, on avait des idées. On avait des projets. Bon. Alors après, je ne veux pas accaparer la parole, ce serait idiot, mais peut-être sur cette idée gouvernance-gouvernement. Pour continuer, je vais être le plus bref possible. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une bonne articulation, là aussi que tu décris bien dans ton livre, entre les élus, leurs directeurs de secteur et les services. Alors, juste un mot pour la culture, puisqu'une question a été posée. Moi, j'ai eu la chance, je connaissais Pierre Lénard depuis plusieurs années, puisqu'il était fonctionnaire à la DRAC. Et c'est comme ça qu'on avait sympathisé beaucoup. Et donc, j'ai mis le grappin sur Pierre Lénard en lui disant, écoute, tu viens à Nantes. Et à ce moment-là, on a fait équipe, effectivement. Mais dans d'autres secteurs, ça a été la même chose. Alors, avec les directeurs, c'est important. Je dirais avec les services aussi. Moi, j'ai eu la chance que les services qui avaient été un peu comprimés sous Chauty, évidemment, ont trouvé qu'il y avait une respiration. Quand on est arrivé, et l'ambiance, il y avait quand même 3 fonctionnaires seulement à la culture qui étaient d'abord des distributeurs de subventions. Et évidemment, tout de suite, on a créé un secteur de développement culturel. C'est vrai qu'on a embauché pour avoir une formidable équipe. On s'entendait très bien. Tous les mois, tout le monde, élus, directeurs, tout le monde, on faisait une petite bouffe ensemble. Enfin, l'ambiance était excellente, si vous voulez. Et donc, cette articulation de l'élu avec le directeur et avec les services, c'est quelque chose de très important. Pour avoir un élan, une sympathie, pour pouvoir fonctionner. Alors ça n'empêche pas, et je termine Franck, excuse-moi, ça n'empêche pas que
entre élus ou services, il puisse y avoir, sinon des conflits, il n'y a pas de conflit à proprement parler, mais il peut y avoir des différences stratégiques. Puisque tu as fait allusion aux bibliothèques, moi, ma stratégie, c'était de mettre des bibliothèques très importantes dans l'ensemble des quartiers. Et d'abord, j'avais comme stratégie Nantes-Nord, ce que finalement nous avons fait. Puis ensuite, l'ensemble des autres bibliothèques. Mais, ou bien sur le château, par exemple, il y avait des idées stratégiques d'autres élus, d'autres secteurs sur le château. Et moi, je pensais qu'il fallait qu'une grande ville métropolitaine européenne, dans une grande ville, on y voit son histoire. Et donc là, il y a eu un débat stratégique, mais il n'y a pas eu de conflit, c'est-à-dire de conflit de personnes, d'inimitié, etc. Il n'y a pas eu d'inimitié, à ma connaissance. Enfin, il y avait des rivalités, peut-être un peu, mais je pense que ça a bien fonctionné. Alors, je reviens à ma question initiale. Comment ça se fait que Jean-Marc n'a pas pu, dans l'usage de l'appareil d'État, développer de telles stratégies et de gouvernement et de gouvernance? C'est à moi que tu poses la question. Vaste question. Non, la question, à mon avis, ça pourrait. Enfin, il faudrait sans doute l'avoir dans un autre cadre. Il faut créer un cercle pour en parler. Je ne sais pas, Yannick, je peux pas. Je crois que je suis pas en capacité de répondre à cette question-là, mais toi, tu as forcément des réponses. J'ai deux questions en fait. Il y a la première de Guillaume et celle de Yannick. Sur gouvernement et gouvernance, je regardais à quelle page que j'en parle, c'est page 100, enfin c'est dans le dernier chapitre où j'essaye d'analyser les choses. En fait, j'ai mis du temps à faire cette distinction parce que on parle souvent, comment dire, il y a un manque de rigueur sur les deux termes et qu'on a confondu souvent les deux. Et je me souviens qu'on avait ces discussions-là à Nantes Métropole. En fait, moi, rétrospectivement, le gouvernement local, en fait, il est la capacité à mettre les institutions qui sont sous l'autorité directe de l'élu et des élus, donc ville et Nantes Métropole, et de les mettre en marche et de faire que ça fonctionne à partir de toutes les compétences qui sont les siennes. Ayant vécu à la ville de Nantes, la première phase avec la modernisation des services, je reviens quand même, Guy était présent aussi, avec l'action de Jean-Antoine Mathis, Philippe a été aussi très présent, capacité quand même à sortir quand même quelques citadelles qui avaient un pouvoir excessif. Je vois Guy Davio qui opine du bonnet. On pourrait parler du CCAS, on pourrait parler du service des espaces verts, les citadelles. C'était des citadelles. Donc il fallait, et les services techniques globalement quand même. Donc il a fallu moderniser et sortir cette logique de citadelle et la casser. Et on y a participé aussi par le développement social des quartiers. Ça, le jour où j'ai compris ça, j'ai compris qu'on avait... C'est la transversalité dont tu as parlé. Bien sûr, et de tirer, en fait, en gros, lorsque vous dites aux SEV, au service d'espace vert, quand vous allez aménager un espace vert sur un quartier, vous allez le faire, mais vous allez le faire avec les habitants, il va falloir discuter. Là, voilà, c'est objectivement une forme de révolution professionnelle. Donc, je pense que la capacité en fait, de gouvernement de Jean-Marc Ayrault, ça a été de pouvoir mettre à la tête des deux institutions, Ville et Nantes Métropole, des directeurs généraux des services, il y en a eu 4, qui ont bien exercé leur mission. C'est-à-dire qu'on réussit, qui globalement ont réussi à mettre en mouvement les services au service du projet, à la ville de Nantes et à Nantes Métropole. Parce que quand même, c'était pas, je regarde Laurent, c'était pas facile non plus de le faire. Donc ça, c'est le gouvernement. La gouvernance, ça a été la capacité des élus, de vous, avec Jean-Marc Ayrault, de monter un jeu d'acteurs local qui était assez exceptionnel. Alors, d'abord, il faut bien prendre aussi en compte le fait que cette ville n'est pas gérée que par les services municipaux et les services métropolitains. Il y a ce qu'on appelle les satellites. Enfin, tu le sais bien. Et donc, les satellites... quand même, si on revient à la République HLM, il fallait d'abord leur dire, attendez, vous travaillez pas tout seul dans votre coin, vous travaillez pour l'intérêt général qui est porté par les élus locaux. Après, il y a donc d'autres satellites, des grandes sociétés d'économie mixte, et puis le jeu des acteurs économiques et sociaux de cette région. Et donc,
Moi, ce que je pense qui a été assez remarquable et très réussi, c'est la capacité à la fois à avoir un gouvernement local efficace, avec des services rendus à la population et une capacité en fait de mener à bien le projet, et puis d'associer les autres acteurs à ce projet. Donc c'est cet équilibre-là qui, à mon avis, a été réussi. Alors après, Laurent, je te donnerai la parole. Moi, je fais une distinction aussi, ce qui m'a interpellé souvent, parce que c'est une action locale par projet ou par politique publique. Parce que j'ai été quand même, j'ai côtoyé Laurent Théry, j'ai côtoyé Benoît Pavageau. S'il y a au moins un point sur lequel ils sont en désaccord, c'est qu'ils ne parlent pas de la même manière de l'action publique locale. Donc il y en a un qui est Laurent Théry, qui dit c'est ce qui porte la transformation, c'est le projet. Et il y en a l'autre qui dit moi je ne connais que les politiques publiques et les plans d'action. Et je me suis dit mais est-ce que c'est contradictoire ou est-ce que ça peut fonctionner ensemble ? Objectivement, ça a fonctionné ensemble, mais quand même avec quelques frictions et de sévères frictions. Et donc, cette histoire de projet politique et de politique publique telle que je l'ai vécue, ça renvoie d'une certaine manière à cette gouvernance et gouvernement, parce que je pense qu'un bon gouvernement des institutions, c'est une capacité à structurer des politiques publiques. Et ça, Benoît, il n'est pas là, mais au moins il l'a fait. Par contre, donner, et là ça rejoint la question du souffle, donner une perspective, une idée de ce que peut devenir ce territoire à échéance moyen terme, c'est l'idée d'un projet. Et ça, je pense que Laurent l'a plus porté avec ses équipes. Voilà. Alors, maintenant, moi, Guillaume, je vais te répondre très simplement et tu vas dire que ça répond absolument pas à ta question. Aujourd'hui, je pense que le couple ambition-solidarité a tout à fait sa raison d'être par rapport à un projet local. Simplement, cette agglomération fonctionne plutôt bien. Hein, ce que je vois à partir du Césaire, on dit que Nantes, finalement, ça fonctionne bien, oui. Par contre, le développement peut continuer. Moi, je pense qu'il y a un point aujourd'hui un peu délicat, c'est les relations avec Saint-Nazaire. Il faudra peut-être repenser la métropole. Et puis, je le redis, c'est autour de la solidarité avec les phénomènes migratoires et cette fracture que je crains risque de s'amplifier. Voilà. Donc je ne réponds pas vraiment à ta question, mais voilà ce que je pense. Laurent, tu voulais dire quelque chose ? Je vais être rapide. Paul et moi, nous avons fait un parcours qui a commencé à Nantes ensemble, en faisant de la politique, et on a continué ensemble tout notre itinéraire dans les institutions publiques. Donc on se connaît dans le détail. Et je trouve, Paul, que ce que tu nous dis est à la fois extrêmement intéressant, nous avons souvent eu l'occasion d'en discuter, et en même temps, je trouve que ça a été moins lisse que ce que tu dis. Ça a été plus difficile, voilà, plus éprouvant. Et notamment parce que le rapport politique, professionnel, il a été très difficile à faire évoluer. À faire évoluer, c'est-à-dire que il y a une habitude dans les collectivités classiques d'opposition d'opposition de rapports compliqués entre élus et services, où les élus ont envie d'être en même temps des chefs de service et où les chefs de service voudraient être des élus. Et l'un a toujours envie de prendre la place de l'autre. Voilà. Alors que ce que tu as fait, ce que nous avons essayé de faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait un rapport qui se construise dans l'honnêteté entre des apports professionnels qui viennent de nos compétences respectives et des élus qui sont la représentation du peuple et qui ont comme rôle essentiel de décider. Mais très souvent, cette relation est donc pervertie par ce rapport de pouvoir respectif. Et je pense que toi, tu es l'exemple type de celui qui n'a pas voulu vivre dans ce mode de je prends ta place, tu prends la mienne. Voilà. Et donc, je pense que ça a été plus difficile que ce que tu racontes. Une réaction, Paul ou... Je suis un peu troublé, mais oui, je pense. Tu as sans doute raison que ça a sans doute été plus difficile que ce que je veux bien dire. Il y a quand même à travers mon livre quelques questions, je livre quelques doutes, quelques interrogations sur, en gros, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va bien se passer, tout. Et j'ai dû gommer, effectivement. Je n'ai pas forcément voulu évoquer ce qui a été difficile. Si je prends quand même l'exemple de Jean-Antoine Mathis, quand même, c'est un bon exemple, parce que c'est, je veux dire, c'était l'état de non-relation au début, enfin, c'était même carrément de l'hostilité. Pour lui, j'étais quelqu'un qui ne devait pas exister dans l'organigramme.
il a intégré ma fonction parce que le pouvoir politique l'a donné. Donc je me souviens, je regarde Roger à 2 ou 3 reprises, il nous a dit quand même que ce qu'on faisait, c'était ni fait ni à faire. Enfin, je me souviens, le premier dossier sur Nantes-Nord avec Pierre Meston, Pierre qui voulait construire la maison, le Poul Santos Dumont. Je rigole parce que bon, il avait monté un truc à la Meston, quoi. C'est-à-dire, les sous, il y en avait partout, donc il dépose le projet, et donc moi je vais voir le directeur général des services, en disant mais voilà, c'est ce qu'on va faire à Nantes-Nord. Et il regarde et il dit vous m'en faites 2 comme ça et je vous vire, quoi. C'est pas comme ça qu'on travaille. C'est-à-dire, vous venez pas avec votre équipe de quartier en disant voilà, vous avez un bon projet et maintenant vous le financez. Alors là, je me suis pris une vraie baffe, quoi. J'ai dit bon, ça y est, j'ai compris, c'est pas comme ça, il faut que je travaille. Après, il y a eu l'épisode des 32 heures à l'Ampli, lorsqu'on lui a dit que les salariés allaient passer aux 32 heures. Il m'a dit mais vous faites n'importe quoi, monsieur Cloutour. Donc voilà, ça c'était des moments. Sinon, j'ai pas eu d'affrontement, j'ai pas souvenir quand même de crise aiguë. Ceci dit, c'est vrai que la posture que j'avais faisait que je faisais de la politique du matin au soir, à ma manière. Et donc après, je respectais les élus dans leurs fonctions. Mais l'espace était quand même très, très, très ouvert, quoi. Laurent parlait plus de la relation élu. Ouais, mais moi, j'ai eu de la chance. J'ai eu des élus avec lesquels je m'entendais bien. Je sais pas. Je pense qu'au fond, tu es un médiateur. Moi, j'ai peut-être encore une question, je ne sais pas s'il y en a d'autres, pour revenir sur les quartiers et peut-être revenir sur la question du futur et de l'avenir. Le grand projet de ville Malakoff. On a reçu Renaud Epstein ici, qui nous a fait un exposé sur les questions des politiques de la ville, dans lequel il dit on a mis 40 milliards d'euros pour effectivement faire du dur, en quelque sorte, mais qu'est-ce que ça a changé sur le social? Et j'ai envie de te poser la question du grand projet de Malakoff, parce que, et tu le dis d'ailleurs dans ton livre à plusieurs reprises, l'urbaniste a quelquefois l'impression qu'en bâtissant, il résout tous les problèmes. Donc, est-ce que Malakoff, ça sera une réussite ou non, par rapport à l'approche que tu as, toi, du quartier et du social dans les quartiers? La question est difficile. Je vais y répondre, hein. Mais quand même, je reviens quand même au fondement de la politique de la ville. Et je reviens à ce terme qui s'appelle développement social urbain. La politique de la ville, c'est le développement social urbain. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a toujours dit à Nantes qu'il fallait travailler sur l'urbain et le social. Et que donc l'un n'allait pas sans l'autre. Toutes les actions qu'on a menées sur les quartiers, c'était à la fois une transformation importante des quartiers, hein, Dieu sait si ça s'est fait, la question du logement, et puis le soutien à la vie associative, la formation de bénévoles. Je veux dire, on y est allé, quoi. Voilà. Bon. Et puis, donc, je pense que l'équilibre a été globalement maintenu. Et puis, est arrivé à partir quand même des années, je sais pas, rapidement, deux questions qui nous ont, sur lesquelles on a beaucoup de difficultés à agir, c'est la question de l'emploi et la question de la sécurité. Malakoff a concentré les questions d'emploi et de sécurité, comme les autres. Peut-être de manière un peu plus vive que les autres, hein. Bon. Et donc, sur ces questions d'emploi et de sécurité, je veux dire, on est toujours à la recherche des bonnes solutions et en fait, on ne les trouve jamais. Alors, donc, le projet urbain de Malakoff, il est remarquable, c'est une réussite. Enfin, bon, voilà. La question du logement, on a travaillé quand même une charte du relogement avec les associations, on a permis à ce que les gens sur lesquels il y avait des interventions lourdes, des tours et tout, ils soient relogés. Enfin, le dispositif a fonctionné. Alors, une fois qu'on a fait le boulot sur la question du logement, on n'a pas réglé les autres questions. Et donc, je pense que Malakoff, on a essayé, à partir des questions d'insécurité, à travailler avec les services sociaux et la justice. Et là, j'ai découvert quand même que ce qu'on appelle la chaîne éducative pour les mineurs délinquants, ça ne fonctionne pas. Et donc, en fait, le problème de ces mineurs délinquants qui effectivement, ne respectent aucune autorité, sont dans l'impunité,
Ils sont livrés en fait à des services sociaux qui relèvent de la compétence du Conseil général, qui essayent de trouver des solutions avec la justice, mais on a passé des heures et des heures et des heures à faire qu'il y ait des mesures soient prises, et finalement, on n'y a pas réussi. Donc là, j'ai mesuré que sur ces questions de sécurité, on était dans une forme d'impuissance, et que ça, alors là, relève, s'il y a une question qui doit être traitée au niveau national, l'articulation entre des services sociaux, la justice des mineurs et tout ça, là, c'est un champ de mine. Il faut y aller, quoi. Et si on ne fait pas ça, je pense qu'on va dans le mur. Et puis la question de l'emploi, je ne te fais pas de dessin, on n'a pas réussi. Donc le grand projet de Malakoff, le GPV, pour moi, est une vraie réussite au niveau urbain. Mais la question sociale, telle que je viens de l'évoquer, de toute façon, ça pète. Et puis, je ne vois pas comment ça pourrait ne pas péter. Point, c'est tout. Une autre question? C'est bon, Paul, on en a terminé avec le voyage de Paul. Alors, le livre est en vente à la sortie. Vous trouverez aussi le numéro de 62 de Place Publique, dans lequel il y a la recension détaillée et précise du livre de Paul par Goulven Boudik, l'universitaire. Notre prochain rendez-vous est le 19 juin. Ce sera le dernier rendez-vous avant l'été, avec Jacques Trentesseau, qui est le fondateur du site d'enquête et d'information Médiacité, qui se veut un peu un Mediapart des métropoles, qui s'est lancé à Lille, qui s'est lancé à Lyon, qui vient de se lancer à Toulouse, et qui se lancera début septembre à Nantes. Il viendra donc nous raconter, quelques semaines avant son lancement, le projet Médiacité, son financement, et peut-être nous dira-t-il ce qu'il compte faire à Nantes. Voilà. Merci à Paul. Un dernier mot pour vous dire, pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu, que c'est pas un récit emmerdant, hein, pour parler simplement. C'est moi-même qui suis un peu plus jeune que Paul. Et j'ai appris plein de choses sur toutes ces années, justement, les années 70, le cercle du Marchis, etc., Nantes-la-Bleue. Enfin, on découvre les années héros, ce qu'on appelle les années héros, de l'intérieur, et racontées de manière vivante avec toute cette galerie de portraits. Voilà. Bonne fin de journée. Merci. Merci, bonne soirée.